Bon Clio, faut qu'on parle là. Ça fait 4 semaines qu'on enchaîne les vidéos sur les Jeux Olympiques. Les gens en ont marre et ne mentez pas, je sais que c'est vrai. Moi, j'ai pas pu aller m'entraîner au ski, donc là, stop! Et oh, on se calme tout de suite là, hein. Je fais ce que je veux, non mais... Tu as peut-être encore des chances dans les Jeux Olympiques des Arts. Eh non mais tu délires complet là. Et oui, on termine notre mois spécial par une petite vidéo sur l'art et les Jeux Olympiques. C'est parti! Et bah là, je vois pas le rapport. On fait pas que du sport aux Jeux Olympiques? Et non, bon déjà si tu as suivi mes autres vidéos, tu sais que l'art et les jeux ont toujours été liés. Déjà dans l'Antiquité, les athlètes avaient le droit à leur statue à Olympie pour célébrer leur victoire. Dans les autres jeux, comme les jeux pithiques par exemple, on va trouver des épreuves de musique, des épreuves de poésie ou encore de rhétorique. Absolument, les jeux pithiques se déroulent à Delphes, dans le sanctuaire d'Apollon, le dieu des arts et de la musique, toujours accompagné par... Les 9 muses, oui, on sait. Mais de manière un peu plus étrange, en 1906, l'inventeur des Jeux Olympiques modernes, donc Pierre de Coubertin, souhaite que les arts et les lettres participent eux aussi aux Jeux Olympiques. Et on ne dit pas non à ce cher de Coubertin. Le Comité international olympique met en place 5 concours en architecture, sculpture, musique, peinture et littérature. C'est un jury international qui décerne les médailles. Eh mais c'est trop cool, j'aurais pu participer en fait avec mon roman Les Passions cachées de Clio. Non merci, hein. Tu ne remplis de toute façon pas les conditions, Clélia. Il faut que les œuvres soient inédites et inspirées du sport. Et puis ces concours, organisés pour la première fois en 1912, ont été abandonnés en 1954. Dommage, mais au fond, ça a jamais eu vraiment beaucoup de succès. Très peu de participants sont connus à l'international aujourd'hui, voire connus du tout. D'ailleurs. Bon, certes, il y a quelques gens célèbres. En 1912, Pierre de Coubertin, sous les pseudonymes de Georges Horod et de Martin Esbach, présente une ode au sport qui reçoit une médaille d'or, mais on peut douter de l'absolue objectivité du jury sur ce prix. D'ailleurs, en parlant de ça, les membres du jury sont généralement plus célèbres que les participants. En 1924, par exemple, on y trouve Selma Lagerlof et Igor Stravinsky. Ah non, je connais pas. Mais si, enfin, Clélia, Selma et Igor, quoi. Ah mais non, hein, c'était une blague, je les connaissais, attends. Tu crois quoi, toi? C'est bien Clélia, mais passons désormais au cœur de cette vidéo. On va parler de 3 œuvres d'art qui évoquent les Jeux Olympiques. Et pour commencer, revenons un peu en arrière pour parler d'un bon ami à moi, le grand, l'unique, le fort, le merveilleux, la superstar de l'Antiquité. Je le dis, c'est Milon de Crotone. Connais pas. Non, mais enfin, Clélia, il s'agit d'un lutteur du 6e siècle avant Jésus-Christ, originaire de Crotone en Italie. Il est si célèbre qu'il a été évoqué par Hérodote, le papa de l'histoire, mais aussi par Shakespeare, Rabelais, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Et entre 1671 et 1682, il a été sculpté par l'artiste Pierre Puget pour finir dans les jardins de Versailles. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est pas celui qui aimait bien se comparer au demi-dieu Héraclès? Lui-même. Ceci dit, pour ma défense, on connaît très peu de choses sur ce cher Milon, ou alors des choses qui sont impressives ou tardives. On sait qu'il était lutteur, qu'il avait un énorme palmarès sportif, que sa carrière fut longue puisqu'il a été au top niveau de ses 14 ans à ses 40 ans. Il a enchaîné 6 victoires olympiques, mais aussi 6 victoires aux Jeux pithiques et plein de victoires à d'autres jeux divers et variés. Bon, on a compris Clélia, il rigolait pas avec le sport, hein, mais il était aussi un disciple de Pythagore dont il a épousé une des filles. Tu sais Pythagore, le mathématicien, philosophe et prédicateur. Ah non mais je connais bien ça, c'est le théorème de Pythagore. Oui bah on n'est jamais vraiment sûr avec toi. Hein. Milon est aussi prêtre d'Héra, ce qui lui demande d'organiser le culte de la déesse. Il est en première ligne dans la guerre contre la cité voisine de Sybaris.
On l'aurait affublé d'une masse d'armes et d'une peau de lion comme le demi-dieu Héraclès pour effrayer les ennemis. Milon est célèbre dans tout le monde grec et même jusqu'en Perse grâce à une série d'exploits qui a mis en avant sa force exceptionnelle. Par exemple, il aurait empêché un toit de s'écrouler sur Pythagore et ses convives en remplaçant tout simplement une colonne qui était en train de s'écrouler. Il aurait transporté sa statue en bronze à la seule force de ses bras dans l'enceinte d'Olympie et mieux encore, il aurait abattu d'une seule main un taureau et l'aurait mangé dans la journée même. Bon, évidemment, tout cela relève de la légende, du mythe. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Milon devient un symbole de la force, de l'énergie ou encore de la virilité. Milon arrive pile à l'époque où naît l'activité sportive, la figure de l'athlète, sa nudité, tout ça. On commence à avoir des stars ou en tout cas des athlètes qui sont un modèle à la fois esthétique et moral et qui gagnent plein d'argent. Exactement, on sait que Milon a été représenté sur plusieurs statues antiques, même si elles sont toutes perdues aujourd'hui. Enfin, désolé de casser le mythe, mais il est mort d'une façon un peu stupide par contre. En voulant tester sa vigueur, il a cherché à fendre le tronc d'un arbre déjà entrouvert, sauf que sa main est restée prisonnière du tronc et qu'il s'est fait dévorer par les loups. Oui, enfin ça aussi c'est un mythe, tu sais. Il semblerait qu'il soit plutôt mort dans l'incendie de sa maison. Mais pour les Grecs, c'est la punition de son orgueil, ce qu'on appelle l'oubris dans l'Antiquité. En tout cas, c'est ce que représente Puget dans cette œuvre. Bon, il remplace les loups par un lion, un animal plus noble, mais regarde le corps de Milon qui se tend de douleur. Pierre Puget est un sculpteur du XVIIe siècle. Il a obtenu l'autorisation de Colbert, donc le ministre de Louis XIV, d'utiliser 3 blocs de marbre de Carrare, qui est un matériau extrêmement noble pour une œuvre restée inutilisée dans le port de Toulon. Une fois la sculpture réalisée, il l'envoie à Louis XIV, qui a adoré, et on voit une référence aux victoires de Milon sur ton œuvre. Une coupe est tombée à ses pieds. Ah ça, la gloire est éphémère. Si cette œuvre devient très vite célèbre, c'est qu'elle a demandé un exploit technique à Puget. Regarde mieux, Clélia, le corps de Milon s'arc-boute contre le tronc d'arbre. Du coup, l'artiste qui taille la sculpture dans le bloc de marbre, il ne modèle pas, il sculpte, a percé le jour entre le corps et le tronc. Et ça tient, et ça demande une grande virtuosité de la part de l'artiste. On ressent d'ailleurs bien toute la tragédie du moment puisque le visage de Milon laisse transparaître absolument toute sa douleur. Puget est connu pour réussir à transmettre des émotions dans sa sculpture et pour son réalisme. Regarde les griffes du lion qui s'enfoncent dans la chair de Milon, ses muscles tendus, ses veines saillantes. On a vraiment l'impression d'avoir le pelage du lion, le tronc et la texture de la peau. Bon allez, on a assez parlé de ton croton, Clio, on va passer maintenant aux jeux modernes. Ouais, mais bon, il était sexy quand même, non? Bon ok, ça va, je vais te parler de 1924. Alors, juillet 1924, les Jeux Olympiques ont lieu à Paris. Plus de 3000 athlètes représentent 44 pays. Bon, on va laisser ça de côté. Nous, on va s'intéresser à l'affiche de ces Jeux, dessinée par Jean Droit. Les Jeux Olympiques ont souvent fait appel à l'art de l'affiche, Clélia. Forcément, puisqu'il fallait annoncer la tenue des Jeux à une époque où on faisait moins facilement de la publicité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les affiches, on voit de quelle valeur se réclament les pays organisateurs des Jeux Olympiques, ou alors de quel passé. Regarde plus spécifiquement celle de 1924. On y voit 6 athlètes blancs, ils ont l'air plus nombreux, des hommes torse nu, simplement vêtus d'une étoffe blanche. Ah bah voilà, on reste encore sur de la nudité. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Le salut nazi, non? Non, rien à voir, ils sont en train de prêter le serment olympique, la tête tournée vers la droite, sans doute vers une tribune, le corps de 3/4. Ce n'est pas tout à fait le même geste que le salut nazi, mais ça prête quand même à confusion. Du coup, ce geste va complètement disparaître des cérémonies officielles olympiques. Ça donne le sentiment d'un truc bien ordonné, non? Derrière le drapeau tricolore nous cache le paysage, et là devant c'est le blason de Paris. Les corps sont rectilignes, l'image est saturée, bref, c'est pas très dynamique malgré ce geste. On voit bien que cette image n'est absolument pas réaliste. En 1924, lors de la cérémonie d'ouverture, lorsqu'on va prêter serment, les athlètes vont défiler en maillot et il y a déjà énormément de femmes. Du coup, cette affiche va éliminer à la fois les femmes mais aussi les athlètes noirs. Oui, on est dans une dimension nationaliste qui exalte une virilité fantasmée. Il ne faut pas oublier qu'on est peu de temps après la Première Guerre mondiale et que les Allemands n'ont pas été invités. D'ailleurs, sur le stade de Colombes, on peut lire « Je promets sur l'honneur de pratiquer le sport avec désintéressement, discipline, loyauté pour devenir meilleur et mieux servir ma patrie. » En tout cas, les artistes continuent à être très inspirés par les Jeux Olympiques et parfois même aux dépens des Jeux eux-mêmes. Et du coup, direction Londres 2012. Et on va parler street art, c'est-à-dire une forme d'art de rue qui se présente souvent sous la forme de graffiti sur les murs et qui échappe généralement au marché de l'art traditionnel car elle s'expose librement accessible à tous dans nos villes.
En 2012, l'ambiance à Londres n'est pas au top. Le CIO cherche à protéger les sponsors des jeux qui lui rapportent beaucoup d'argent et il interdit notamment l'usage de l'image des anneaux olympiques, sauf évidemment à payer des droits. Ce n'est pas tout, au même moment, Londres cherche à faire place nette pour accueillir les visiteurs du monde entier. On décide non seulement de déployer un dispositif de sécurité énorme, notamment en plaçant des missiles sur les toits des immeubles pour parer à toute attaque terroriste éventuelle, mais en plus on va chercher à nettoyer la ville de ces graffitis. Autant dire que ça ne plaît pas du tout aux artistes. Et oui, la mesure fait polémique car Londres est une capitale du street art. Contrairement à ce que les autorités espèrent, l'interdiction lance une série de détournements sur les murs de Londres, notamment par Terry Baden, qui utilise toujours des chiens dans tous ses graffitis. Son animal préféré salue la mascotte des Jeux Olympiques. Et avec Criminal Shulkerlist à Bristol, un jeune vole carrément un anneau olympique. Évidemment, le plus célèbre d'entre eux, Banksy, intervient à son tour en s'attaquant plus directement à l'aspect politique des jeux. Un lanceur de javelot a remplacé son projectile par un missile, une référence à ceux sur les toits de Londres. Le sauteur à la perche passe, lui, par-dessus des barbelés, symbole probablement des migrants et des réfugiés dont Banksy défend la cause et qui ne peuvent pas rentrer aussi facilement que les athlètes sur le territoire anglais. Ronzo fait plutôt référence au désamour des Anglais pour ces jeux qui sont devenus extrêmement chers. Oui, et Mao attaque un des sponsors des jeux dans Clown Town, qu'il accuse ici d'enfumer les anneaux, c'est-à-dire de remplacer le sport par l'argent. Bref, les artistes vivent avec les Jeux Olympiques de leur temps. Aujourd'hui, ils cherchent plutôt à dénoncer le business des Jeux Olympiques qui privent les artistes de leur liberté. Avec autant de sécurité et la prégnance de l'argent, quel est aujourd'hui le véritable esprit des Jeux Olympiques, tu remarqueras, Clélia, que ces street artistes ont un regard assez désabusé sur la question. Ouais, c'est le cas de le dire. Bon, bah sinon, je crois que c'est mort pour moi cette année. J'aurais pas ma médaille aux Jeux Olympiques. Oh, ça va, T'avais encore besoin d'un peu d'entraînement pour espérer gagner autre chose qu'une médaille en chocolat. Et puis tu sais, tu as les Jeux d'été qui arrivent dans 2 ans, en 2020 à Tokyo, pile le temps de devenir une championne de natation. Et voilà, ce grand cycle sur les Jeux Olympiques est terminé. C'était notre dernière vidéo sur le sujet. On revient désormais toutes les 2 semaines avec des vidéos sur des thèmes plus variés. On espère en tout cas que vous avez appris plein de choses sur les Jeux Olympiques et que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça nous fait vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à nous poser toutes vos questions. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos. Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis.